Le rapport à l'autre, pour moi, c'est vital dans ma recherche, là. Le rapport à l'autre, ça m'aide à comprendre que, supposons, la culture mexicaine valorise beaucoup l'histoire. Et j'ai découvert que notre histoire québécoise commençait à la Nouvelle-France. C'est une histoire d'immigrants, de colonisation à partir de la Nouvelle-France. Puis je découvrais au Mexique que l'histoire ne commençait pas au début de la colonisation. L'histoire, ce n'était pas la conquête espagnole. Les Mexicains avaient recyclé dans leur mémoire 3000 ans d'histoire, en intégrant toute la culture précolombienne et toute l'histoire précolombienne, en disant, oui, les Espagnols sont arrivés aussi à telle date. Alors, c'était comme... Tandis que moi, l'histoire qu'on me racontait, ça excluait les Amérindiens et ça me donnait, vous êtes arrivé à telle date. Et moi, je me disais, non, on n'est pas arrivé à telle date parce que mes ancêtres, moi, c'est vrai qu'ils sont ici depuis 1630. Ils sont profondément métissés par le territoire, mais libres dans les cultures amérindiennes et métissés par la nature du Nord. Ce qui en fait des Nordiques, là. Ben, Louis Edmond Hamelin, là, la culture nordique, c'est évident. Il faut aller loin pour se rendre compte qu'on est très nordique. Il y a plus nordique que nous, là. Moi, j'ai vécu en Islande, il y a plus nordique que nous, plus de tempérament. Mais nous, on est comme entre les deux. Mais cette culture-là, d'après moi, c'est comme une... en découvrant la nordicité, j'ai découvert la dimension spatiale, puis en même temps, un peu la façon qu'on vit le Nord puis on vit l'hiver. On est un peuple introverti qui, si tu regardes la peinture de Jean-Paul Lemieux, c'est une personne seule qui regarde un paysage. La culture, la littérature, le cinéma du Québécois, il y a beaucoup de solitude. Il y a beaucoup de solitude parce qu'on vit dans un espace où on est seul en face d'un paysage. Ça, c'est une des constantes de notre culture. Le groupe des Sept, là, je ne mets pas ça juste pour le Québec, pour le Canada. Il y a une solitude dans ce pays-là non habitée. Il n'est pas habité. Alors, quand on voit marcher quelqu'un sur le territoire, on dit « Ah, il y a quelqu'un qui marche. » Mais rapporte la même image au Mexique, où il y a 20 millions de personnes dans la ville, on ne dit pas « Il y a quelqu'un qui marche ». Tout le monde marche. Et le territoire, c'est les gens, plutôt que le territoire. Tandis que nous, on est un territoire immense, non habité, où on peut être à quelques kilomètres de la première personne. Et les chocs les plus difficiles que j'ai eu à vivre, quand je vivais les deux, là, quand je vivais à Mexico, je m'habituais à la densité des gens, puis je vivais avec les gens. J'adorais ça, d'être avec les gens, d'être juste une vague, rien presque là. Même pas québécois, j'étais comme perdu dans la foule. Et quand je revenais ici, je m'installais dans ma maison, puis je voyais l'espace non habité, j'étais pris de panique. Puis je me disais, il faut que je descende au village. Puis le village est à 5 km. Puis peut-être que je vais rencontrer 2 personnes. Puis je me disais, qu'est-ce que je fous ici? Qu'est-ce que je fais ici? Exactement la question, peut-être qu'un Inuit se disait, pourquoi je vis sur un bloc de glace? Pourquoi il vit là? Mais il est né là, sa culture est là, il ne penserait pas la quitter. Alors, cette relation-là de la dualité entre le Nord et le Sud, pour moi, je l'ai vécu. Le Nord, pour moi, c'était une extrême solitude. Le Sud, c'était l'altérité, le rapport à l'autre. Puis à quel point je partage qui je suis, je me nourris de ça. Puis je reviens après vers le Nord, et là, je vis la solitude du Créateur. Et quand j'ai fait venir beaucoup d'artistes mexicains chez moi, puis ils me disaient, comment tu vis ça ici, là? Tu sors dehors, il n'y a personne. Imagine l'hiver, tu sors dehors, il n'y a personne. Tu as juste de la neige à pelleter, là. C'est quelque chose d'assez angoissant, hein? C'est de vivre un état de désert. Mais j'ai dit, quand tu rentres dans ton atelier et tu veux créer quelque chose, quel milieu extraordinaire. Tu as le silence, tu as la tranquillité, tu sais que tu ne seras pas dérangé, puis tu es avec toi. En même temps, c'est comme quelque chose d'un peu dangereux.
c'est un peu dangereux parce que tu peux t'assécher à travers ça. C'est pour ça que j'avais toujours besoin à l'automne, en même temps que les oiseaux. Quand il arrivait l'automne, je voulais partir les outardes, je partais. C'est comme organique. Moi, j'habite le territoire comme, je dirais, un peu comme dans les cultures amérindiennes. J'ai pas de frontières dans ma tête. Je traverse le continent. J'ai l'impression que j'habite le continent. Il n'y a pas de frontières. Il y a un rôle, il y a un côté organique au territoire qui est normalement que j'habite puis que je réalise. Ce qui fait que les grandes migrations sont nord-sud. Elles ne sont pas est-ouest. Le rapport au nord et au sud, c'est quelque chose dans la normalité de la nature. Tu sais. Normalement, on devrait descendre, comme les Amérindiens faisaient, ils étaient des nomades. Ils remontaient, ils redescendaient, puis tout ça. Alors, c'est ça. Une fois, j'ai fait une conférence à l'Université de Chicoutimi, puis mon texte était « Comment une recherche identitaire sur un pays peut devenir abstrait? » Et un professeur, il m'a dit « Quelle question? » Puis j'ai dit « Pourquoi on ne fait pas un doctorat sur ça? J'aimerais savoir pourquoi le refus global, qui se réclamait de changements sociaux, est devenu abstrait, en niant presque la réalité de qui on était. » Ça, c'est une question qui m'a interrogé beaucoup, que si on voulait changer les choses, il fallait savoir qui on est, d'où on vient, comment on vit, mais pas nier, pas devenir une abstraction de ce qu'on est. Ce qui me surprenait, comme un peintre comme Jean-Paul Mousseau, là, qui est dans le refus global, mais tous les autres, c'est pareil, qui se réclamaient de grandes idées sociales. Mais moi, les grandes idées sociales à l'École des beaux-arts à Mexico, c'est de dire, hey, il faut que tu travailles pour les Mexicains. Tu veux faire de la peinture, tu vas faire une narration pour expliquer aux Mexicains qui sont illettrés leur histoire. Hein? C'est un peu le rôle de Diego Rivera, raconter l'histoire du Mexique. Hein? L'histoire, le folklore, la nourriture, l'habillement. C'est très narratif, les murales. Parce que c'était un but, il y avait un but d'éducation. Un but d'éducation. Et moi, ce qui m'interrogeait, c'est que c'était une recherche esthétique, mais qui n'avait pas de portée sociale. Mais l'idée était sociale. Le refus global est social dans son écriture, le changement. Mais le résultat de l'œuvre d'art, je ne pense pas que ça a touché les gens. C'était très, très loin des gens. Ça ne leur disait rien. Et moi, quand je suis revenu, en 1957, j'ai caché longtemps mes œuvres. Je les ai jamais exposées. Parce qu'on n'était pas dans un climat. Dans les années 60, on aurait accepté mon travail parce qu'il était trop narratif. Le Québec n'était pas devenu abstrait. Dans le sens, on parlait de grandes théories, de grandes choses, mais on ne parlait pas de nous. Il y avait comme une négation de nous. Puis il y a eu le problème religieux, là. C'est comme on avait été très traumatisés par le cléricalisme québécois. On a rejeté ça. En même temps, on a rejeté le patrimoine, puis qui on était. Et une espèce de mépris de soi. Il y a eu un mépris de soi dans nos valeurs. Et moi, comme artiste, j'ai dit depuis longtemps, puis je le dis souvent dans des entrevues de radio, si je ne suis pas capable de faire de l'art qui réconcilierait mes valeurs de mon grand-père et mon arrière-grand-père, je trouverais que j'aurais raté ma vie. J'ai beaucoup de respect pour mes ancêtres, moi, parce que ces gens-là, s'ils ont survécu dans un pays aussi dur que le Québec, s'ils ont traversé des hivers et des hivers, c'est qu'il y avait une culture. Mais ce n'était pas la culture lyrique française ou parisienne, c'était une culture du territoire où ils savaient comment survivre. Ils savaient comment se nourrir aussi. Ils savaient comment apprendre des outils des Amérindiens. Il y a eu un médecin. Comment sans ça, on ne serait pas arrivé aujourd'hui, là. Alors, cette culture-là était tellement comme mal vue dans les années 60 parce qu'on ne croyait pas qu'il y avait une culture, là.
Alors moi, j'ai vécu beaucoup les années au Québec, les années 60, où tu as tous les retours de Paris, là, tous les gens qui ont été formés à Paris, puis ils reviennent, puis avec un certain mépris, ils regardent ce pays-là, puis ils disent, ben, il n'y a rien ici. Il n'y a aucune culture, il faudrait devenir autre chose. Tu sais. Alors, moi, je me dis, si je deviens autre chose, je vais nier l'histoire de mes grands-parents, de mon arrière-grand-père, et j'ai l'impression que je vais être un artiste apatride par rapport à leurs valeurs. Alors moi, j'ai toujours pratiqué un art pour essayer de réconcilier l'histoire de mes ancêtres. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, la musique, c'est quelque chose qui existe en elle-même. Et là, il faut que tu la découvres. D'après moi, ces personnages-là, qui sont assez représentatifs, ils existent quelque part. Il y a juste que je me suis mis à y penser et mes mains les ont fait. Mais il n'y a pas d'habilité là-dedans. Il y a pas de... Moi, je ne pense pas quand je fais le personnage se fait, et là, je le dépose, je me dis, c'est-tu curieux aujourd'hui? J'ai fait des Africains. J'ai fait des Japonais, ou j'ai fait des gens Mais on dirait que c'est des grandes réflexions sur l'autre. Et là, j'ai découvert que, dans le fond, malgré que j'étais québécois, j'aurais pu être à peu près n'importe qui. Tu sais, j'aurais pu être un Mexicain, je me sens très bien au Mexique, j'aurais pu être un Japonais, j'aurais pu être l'autre. Et en découvrant l'autre, en découvrant l'altérité de l'autre, nécessairement tu découvres la société. Le fait social. Il y a une communauté, c'est pour ça que je suis près de ma communauté. Il ne s'agit pas de dire qu'on est près du monde entier, c'est trop gros, là. Mais d'être près d'une communauté, c'est quelque chose de pas facile. C'est comme une famille, hein? D'être près de ses enfants, ses petits-enfants, son épouse, d'être près. La famille, c'est un ensemble de valeurs. Une communauté, c'est un ensemble de valeurs. Alors, quand tu es inscrit dans une communauté, c'est comme un microcosme. Tu as toute l'histoire à Val-David du monde, dans le fond. Le rapport à l'autre, la politique, l'amitié, l'amour, la difficulté. C'est comme un microcosme. Puis si tu es capable de vivre dans une communauté, c'est parce que tu as réglé beaucoup de problèmes du rapport à l'autre. Et à Val-David, moi, puis j'ai rarement dit à quelqu'un, j'ai toujours payé la dîme à l'Église. Comme citoyen. Parce que je ne voulais pas qu'on ferme l'Église de Val-David. Comme je ne voulais pas qu'on ferme le métro, le centre d'alimentation. Parce que d'après moi, l'Église à Val-David, c'était le centre de la naissance du village. C'est comme ça que le village est né. C'était, quand on a créé ces municipalités-là, avant la municipalité, les gens sont montés, se sont installés pour se trouver des terres. Les premières choses qu'ils ont fait, ils ont construit une église. En construisant une église, c'était l'endroit où les gens se réunissaient. Aujourd'hui, c'est encore, quand il y a des funérailles, on va à l'église parce qu'on va dire adieu à quelqu'un qu'on connaît bien dans la communauté. Si on n'avait pas ça, là, on n'est pas pour faire ça au métro, au garage, chez McDonald's. Je me disais, il faut que je paye ma dîme, parce que ça serait tragique la journée où il n'y aurait plus un centre pour les citoyens de Val-David qui était relié à l'Église. Mais l'Église, dans le sens culturel, c'était l'endroit où le lieu appartenait à l'ensemble de la communauté. Moi, ça m'effrayait de dire, le jour où il n'y en aura plus, ça va être quoi? Ça va être juste du commerce? Ça va être juste des gens qui ont des choses à nous vendre, des produits à nous vendre? Alors, j'ai l'impression que la culture, dans un lieu comme Val-David, est devenue les valeurs de l'ancienne société. D'après moi, les artistes, on est comme les représentants actuels d'une valeur au-delà du commerce.
on représente une valeur dans la société. Sans se prendre pour des curés, là, on représente quelque chose qui ne se monnaie pas encore. Tout le restant est monnayé. Alors, c'était un peu... Des fois, quand je regarde la mondialisation, je regarde la société qui vient, je trouve ça un peu épeurant. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui a vécu une révolte cléricale. Je ne suis pas un anticléricaliste, mais je ne suis pas un pratiquant. Alors, j'ai baigné dans une ouverture au monde, puis j'ai découvert que cette forme de cléricalisme, c'était un empêchement de connaissance. Alors, nécessairement, j'ai rejeté ça, mais pour le remplacer par la culture, par les lectures. Et très jeune, j'ai lu, bien, comme je suis un peu marginal dans mon cheminement, moi j'ai lu Taggart, puis j'ai lu Krishnamurti, j'ai lu Kazantzakis. C'était tous des écrivains de l'exil, des écrivains qui cherchaient, qui croyaient à quelque chose. J'ai lu beaucoup sur les recherches très mêlées de certains écrivains qui voyageaient à travers le monde, qui cherchaient entre le marxisme-léninisme, le christianisme et le bouddhisme. Krishnamurti en parle de ça. C'est comme les trois recherches, là. Bouddhiste, communiste, chrétien. Trouver une concordance entre ces trois valeurs-là. C'est là, trouver quelque chose. Je trouve que l'art, ça m'a aidé énormément à découvrir une spiritualité sans le dire. Sans le dire, parce que c'est juste, peut-être dans les 10 dernières années, j'ai commencé à me rendre compte qu'une part de notre histoire était religieuse et il fallait que je réfère à mon patrimoine. Alors, j'ai fait des œuvres qui réfèrent, parce que les premières images que j'ai, quand je parle de la culture mexicaine, c'est évident, mais de mon enfance, c'est l'Église, c'est dans l'Église, c'est la messe, c'est les décorations de l'Église, c'est les rituels du carillon, là, les cloches de l'Église. On vit dans un monde ritualisé à travers une pratique religieuse, mais c'est la culture, il y a une culture, là. Et très jeune, je me dis, dans le fond, les premières images, c'est les images des livres qu'ils m'ont donnés à l'école, où j'ai regardé. Et quand je me suis mis à m'intéresser aux églises baroques mexicaines, comme dans la région de Puebla, je me suis vraiment intéressé, j'ai fait des œuvres dans ça. Je regardais les églises baroques comme une richesse culturelle en architecture et d'esthétique, puis comme une espèce de représentation très, très forte de la culture mexicaine. Il y a un baroque au Mexique qui est mêlé avec les Amérindiens, là, puis la culture espagnole. Puis je trouvais que ce mélange-là était très, très intéressant. Je me disais, si je porte un regard d'intérêt pour ces choses-là, je devrais le porter aussi pour la partie patrimoniale du Québec. Et c'est là que je me suis dit, comment se fait-il qu'on n'en parle pas? Et là, je me suis rendu compte qu'on était une génération censurée, qui s'était censurée. Moins moi, parce que j'avais fait de la narration, mais je n'avais jamais touché à ça. Je n'avais jamais répondu à une question comme ça. Un peu comme Benoît Lacroix dit là, dans ses livres, quand il parle de son père et sa mère, tellement beau. Là. Moi, j'ai écrit sur mon père et ma mère, c'est des gens pauvres, mais d'une très grande richesse. Puis je me disais, comment ils ont pu nous élever avec si peu de moyens, tu sais, avec si peu de choses? C'est parce que j'ai l'impression qu'il y avait une base que la vie avait un sens en nous donnant tout à nous, tu sais, avec le peu de choses qu'il y avait. Alors, j'ai un très grand amour, moi, pour mes parents, même s'ils vivaient dans des conditions très difficiles, tu sais. Alors, j'ai l'impression que l'héritage du christianisme, c'est pas une chose qu'on peut rejeter. Il faut vivre avec ça. Il y a tellement de penseurs, il y a tellement d'artistes, il y a tellement de philosophes, il y a 2000 ans d'histoire
qui a été construit sur une civilisation. Cette civilisation-là a laissé un patrimoine incroyable en histoire, en architecture, des monuments extraordinaires, et une réflexion sur les droits de l'homme, sur la société qu'on habite. Alors, c'est pour ça que moi, je suis pas capable de faire table rase de ça. Je vis avec, je me réconcilie avec, tu parles de recyclage, oui, tu réconcilies. Le monde amérindien a quelque chose à nous donner, comme le christianisme a quelque chose à nous donner, parce qu'il nous a été légué. Alors, moi, je ne suis pas un bouddhiste, je n'ai pas été élevé aux Indes, j'ai été élevé dans une société à rituel et construction chrétienne et de réflexion chrétienne. Il faut juste que je réintègre ça à travers la mondialisation et sauver ça, parce que si on perdait ça, là, il y a une des grandes valeurs de réflexion, comme dans les grandes religions. C'est pas né spontanément, c'est né d'une réflexion sur des générations et des générations. Et le danger, ça serait de redevenir des barbares. Et il y a un danger de redevenir des barbares. Je ne pensais pas qu'on pouvait redevenir barbare. Oui, on peut le redevenir. On peut perdre une civilisation complète puis redevenir barbare. Et des fois, la société de consommation me fait peur comme ça. Comme on donne dans les valeurs aux gens, la seule valeur, ce serait d'aller acheter des choses, le consommer, puis le jeter, puis le recommencer. Puis, comme si ça, c'était suffisant pour transcender sa vie, faire une vie avec ça. Alors, moi, je vis très bien avec l'intégration de toute la réflexion, que ce soit Krishnamurti ou Taggart ou Kazantzakis ou Hemingway ou Miller ou Gaston Miron. J'essaie d'intégrer les réflexions de grands philosophes. Il faut que je réintègre ça, parce que sans ça, on devient un être de consommation qui a une finalité bête qui se terminerait avec ta vie. S'il n'y a pas de transmission, d'après moi, il y a quelque chose qui ne va pas. On ne continuerait pas à vivre. Si on ne savait pas qu'on ne transmet pas, si on serait juste une machine de consommation, ça nierait toutes les valeurs de réflexion de l'humanité depuis des milliers d'années. Alors, non, je vis bien avec le métissage de ça. J'ai l'impression que tu es en train de nier les valeurs profondes, même de la démocratie. Mais derrière la démocratie, il y a des valeurs construites par le christianisme. Parce que le respect de l'autre, le respect du citoyen, l'égalité, c'est toutes des choses qui ont été défendues. Qui ont été défendues par l'histoire. Puis, moi, je trouve que quand j'ai participé aux manifestations du Québec Éram, je trouvais la jeunesse qui était là extraordinaire. Très belle, autrement belle que comme nous, on l'était il y a 40 ans. Très créatrice, très libre de son corps, créateur de couleurs, de chansons, tout ça, c'est très festif. Ce que les médias ont dit de ça, c'était faux. Moi, je trouve que c'est une grande fête, là, de gens d'une génération qui se prêtait en main. Puis je me disais, il y a quelque chose là qui se passe qui n'est pas du matérialisme individualiste, qui est au-delà de ça. Il y a une question de cette génération-là qui se pose, que je n'avais même pas espéré que je le verrais. Parce que nous, on était un peu, moi je dis nous, notre génération était un peu idéaliste. Là. On a idéalisé des choses. Il y en a des choses ne se sont pas réalisées et sont tombées dans l'amertume. Moi, mon œuvre m'a sauvé parce que j'étais créateur tout le temps. Et de voir cette génération-là, je me disais, il y a quelque chose, là, il y a une génération qui est en train de réfléchir, de voir le monde autrement. Ça, c'était très encourageant, ça. Il y a de l'espoir? Oui, il y avait un espoir énorme. Puis j'étais pas tout seul à le sentir. Moi, j'étais avec
des amis, on a fait toute la marche 2 fois, puis je me suis dit, c'est incroyable ce qui est en train, une conscience qui est en train de se créer. Mais j'ai l'impression qu'on ne retournera pas en arrière. Là. Je ne sais pas comment ça va se développer. Là, mais ça, c'est peut-être le résultat de la mondialisation aussi. La mondialisation, ce n'est pas quelque chose de négatif en soi. C'est le rapport à l'autre, mais c'est le rapport à l'échange avec l'autre. Mais il y a des gens qui en abusent, par exemple, qui se servent de la mondialisation d'une façon uniquement mercantile, puis ils dominent. Ils se donnent des pouvoirs partout. Là.